Salut, donc là vous êtes dans la version courte de la mythique de Kamen Rider. Petit préambule pour vous dire que cette vidéo a été pas strikée, mais en tout cas supprimée de la chaîne, pour des raisons que j'explique dans la version longue, enfin en intro de la version longue. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir là, et si vous voulez pas de détails et que vous voulez juste voir la vidéo, sachez que ce qui suit c'est juste une version audio, donc si vous voulez la vidéo, il y a un lien dans la description vers mon Patreon en accès gratuit. Voilà. Les vidéos seront gratuitement accessibles, mais sur Patreon. Vous n'aurez pas besoin de payer quoi que ce soit. Ça m'emmerde d'en venir à là, parce que déjà Kamen Rider ça parle pas à beaucoup de monde je crois, et surtout pas sur une chaîne qui est dédiée aux jeux vidéo, donc... Déjà je sais que j'allais pas toucher beaucoup de monde avec cette vidéo, mais là en plus ça va vraiment être un pourcentage risible de mon public. Donc si vous voulez la partager à des gens qui connaissent déjà Kamen Rider, à qui ça plaît Kamen Rider, qui veulent quelque chose à ce propos-là, ou qui pourrait éventuellement les intéresser, je sais pas. N'hésitez pas à la partager, parce que de toute façon, moi j'aurais rien de thunes là-dessus, donc... Tant qu'à faire, autant, enfin, comme je dis dans l'autre version, téléchargez la vidéo si ça vous plaît, genre diffusez-la comme vous voulez, tant que vous gagnez pas d'argent dessus, moi ça me dérange pas. Voilà, juste si vous voyez la vidéo, moi ça me fait plaisir. Et si vous faites des retours aussi, faites des retours, partagez, c'est tout ce que je demande en fait, parce que le reste, bah je m'en fous, ça va pas passer par YouTube visiblement. Voilà. Et bah bonne vidéo du coup, et bah désolé pour la gêne occasionnée. Cette vidéo peut très bien être visionnée seule, et se suffit à elle-même, mais sachez tout de même qu'elle est la conclusion de la version longue, sortie en même temps. Alors si vous voulez voir les deux vidéos, je vous invite à d'abord visionner l'autre. Oui, le premier Kamen Rider, c'est-à-dire que des 98 épisodes qui composent cette série, je ne parlerai ici que des 13 premiers. Déjà parce que j'ai trop de choses à dire qui sont de l'ordre du détail pour les réunir en une seule critique, mais aussi parce que ce premier arc se conclut plus vite que prévu. Cela étant induit par un accident qu'a subi l'acteur principal, ce qui, en fin de compte, a sans doute profité à cette première partie. Nous sommes donc en mesure de l'aborder indépendamment de la suite et comme un tout avec un début et une fin. Kamen Rider est un tokusatsu, nom que l'on donne aux œuvres audiovisuelles japonaises qui fondent leur philosophie des FX sur les effets pratiques. Godzilla, avec son acteur dans un costume de monstre qui détruit une maquette de ville, en fut l'instigateur cinématographique en 1954. Une dizaine d'années plus tard, en 66, c'est Ultraman qui envahit le petit écran, ouvrant la voie à des centaines de séries qui reprendront ces codes, si bien qu'on put les réunir sous une seule et même bannière, le tokusatsu, ça veut dire effets spéciaux en japonais. Celui que vous connaissez forcément, c'est Power Rangers, un remontage occidental des séries Super Sentai. Oui, avant d'être un sous-genre du toku, Super Sentai c'est une franchise. Dans tout ça, Kamen Rider est arrivé en 71, donc est parmi les premiers. Produit par la Toei et créé par Shotaro Ishinomori, le personnage devait être à l'origine Skullman, issu d'un manga de ce même Ishinomori. Trop sombre pour le jeune public, l'idée a été abandonnée. Cela dit, Kamen Rider n'est pas une série faite de paillettes et de cotillons pour autant, ce que nous verrons en temps et en heure. Mais rien que le fondement de la série est assez intéressant, puisque le personnage principal, Hongo Takeshi, a été créé par l'organisation maléfique Shocker, qu'il décide dès lors de combattre. Et déjà, un personnage transformé par son némésis, qui est ce qu'on a fait de lui, et qui refuse que son ennemi conquiert le monde? Ça vous rappelle pas un petit peu la société japonaise face à l'interventionnisme états-unien post-Seconde Guerre mondiale? Rendons à César ce qui est à César, l'interprétation n'est pas de moi, alors je salue la personne qui en est à l'origine, elle se reconnaîtra. Me concernant, j'ai eu une lecture un peu plus intimiste de la chose, mais je vais d'abord situer avec vous plusieurs points pour que vous puissiez comprendre de quelle manière j'oriente ma pensée. Globalement, j'ai beaucoup apprécié ces 13 épisodes, mais ce ne serait pas très honnête d'en conclure que c'est un excellent arc, ne serait-ce que cinématographiquement parlant. C'est mon premier reproche. La réalisation est très pauvre. Et je ne vois pas trop comment il aurait pu en être autrement en fait. Il sortait un épisode par semaine, alors je suis prêt à parier que 90% des décisions de mise en scène étaient prises sur le plateau le jour même, quand ce n'est pas le caméraman qui se mettait à improviser, genre quand il retourne la caméra, là, je sais pas si c'est prévu. Dans ces conditions, bien sûr qu'on ne pouvait pas réfléchir les plans et leur composition, à l'image du rythme en fait. Un épisode devait durer 24 minutes et 45 secondes pile, à une seconde près. Le montage des scènes, la durée des plans, leur place dans l'intrigue, tout cela n'était dès lors plus mu par une volonté des réalisateurs de raconter quelque chose, mais par la production. Des fois, la fortune fait que les deux visions se télescopent, et ça donne des trucs chouettes, mais dans l'ensemble, ce n'est certainement pas ce que l'on peut en retenir. C'est trop souvent filmé de manière automatique, scolaire. On veut des émotions, gros plan sur un visage. Un élément est important, insert sur ce dernier. On veut capter un échange banal, plan large en mettant la caméra là où c'est pratique. En soi, ça marche, hein. Le langage cinématographique est respecté, donc on comprend ce que les scènes veulent dire. Mais je ne trouve pas l'intention derrière. Je ne me dis que trop rarement «
Ah, on a voulu me faire comprendre ça de cette manière, mais plutôt ah, on m'a fait comprendre ça. Cependant, là où la série s'en tire mieux, c'est lors des combats, car, à défaut d'être particulièrement intéressante, l'action s'est restée lisible, en privilégiant les plans longs qui chopent tous les combattants ensemble pour rendre compte de la menace et de comment le Kamen Rider s'en défait. Occasion parfaite d'embrayer sur les costumes, qui participent grandement, selon moi, au plaisir que l'on peut prendre à découvrir la série. Que ce soit la tenue des sbires, tout droit issue d'une secte de fac de lettres, celle du Kamen Rider, très appréciable notamment grâce à son écharpe qui dynamise vachement le costume, et bien sûr, les déguisements des différents cyborgs antagonistes qui apparaissent le temps d'un ou deux épisodes. Il y a vraiment des costumes trop chouettes dans le lot, je pense notamment à Scorpion Man. Et même si, certes, ils ne sont pas bien crédibles en tant que monstres mortels et foncièrement dangereux, je ne peux m'empêcher d'au moins me dire qu'en tant que tels, indépendamment de la série ou quoi, ils ont de la gueule. Pas tous, hein. Lizardman et Bee-Woman, là, oulala, non. Mais des fois, ça fait mouche. Et on a hâte de voir comment la série va parvenir à mettre en valeur ses antagonistes et les ridiculiser. Les scénaristes adorent ridiculiser leurs vilains en les désacralisant complètement. Volontairement ou pas, d'ailleurs, hein. Mais n'allez pas me dire que Chameleon Man ou Yamogeras ne vous font pas au moins un peu esquisser un sourire en coin. Car avec le design vient le cri, et alors là, c'est la fête. Si je suis déjà satisfait de ce que j'ai entendu dans ces 13 épisodes, croyez bien que j'ai très hâte de vous partager ce qui vient par le futur. À l'image des costumes, en fait. Et des situations dans lesquelles ces personnages se retrouvent. Parce que oui, Chameleon Man avec ses jumelles ou en voiture, ou Scorpion Man qui se fait ensevelir, c'est rigolo, mais ce n'est que le début. J'évoquais juste avant les cris. Eh bien, ce n'est pas la seule chose que vous retiendrez de la bande sonore. Outre les bruitages très vieillots, typiquement super-héros des années 70, qui ont tout de même un charme, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a bien sûr les musiques. Bon, au début, il n'y en a pas plus de 4, hein. Le générique de début, le thème de combat et le générique de fin. Et il y en a peut-être une quatrième que j'ai oubliée, alors dans le doute je dis 4. En tout cas, j'adore ces musiques, elles me donnent une giga pêche. Le thème d'ouverture de chaque épisode est bien ancré dans son temps, mais qu'est-ce qu'il est chouette. D'autant plus lorsque l'on sait qu'il est chanté par Hiroshi Fujioka. Comment ça, c'est qui? C'est l'acteur principal. C'est Hongo Takeshi, le Kamen Rider. Et probablement un des rares bons acteurs de la série, avec l'interprète de Tachibana, le giga BG et mentor de Takeshi. Le duo est très appréciable, tant par leurs interactions que par le fait que ce sont des darons, quoi, pas des ados à la Power Rangers. Sur ce point, c'est un réel vent de fraîcheur quand on n'a que la série à moitié créée par Saban dans les pattes. Les parcours de vie ne sont pas du tout les mêmes, et les questionnements existentiels s'en ressentent. Takeshi a déjà vécu une partie non négligeable de sa vie en humain. Devenir un cyborg malgré lui à cet âge, bah c'est pas la même que de le devenir à genre 17 ans. D'autant que la série en joue un peu, en soulignant qu'il pèse une réelle charge mentale sur Takeshi à la fin de chaque épisode, malgré sa victoire sur le cyborg concerné. Car il n'y a pas pire lutte que celle qu'il mène contre lui-même. Là encore, c'est bienvenu, et témoigne d'une volonté d'apporter un certain propos sur des thèmes certes universels, mais au demeurant assez matures. L'acceptation de soi, sa place dans le monde, l'amitié, l'entraide, ce sont là des sujets dont on a l'habitude, mais la façon dont on tente ici de les traiter dénote un peu du reste, surtout quand on garde en compte que c'est une série qui vise un public jeune. Et c'est pour ça que dans l'ensemble ça reste malheureusement trop superficiel. Certes, on comprend que Takeshi doit tout réapprendre quand il oublie sa force surhumaine, et on comprend que ça lui pèse lorsqu'il enfourche sa moto, seul, et qu'il roule face caméra. Mais il y a cette tendance à tout expliciter qui casse un peu la chose. Et même pour un enfant, surtout pour un enfant, faire passer la tristesse de son héros par la mise en scène est plus signifiant qu'à travers la voix off du narrateur. Je donne des exemples dans la version longue de comment on aurait pu faire mieux selon moi, et avec une réalisation tout aussi aisée à mettre en place. Juste changer la caméra de position, le personnage dans le cadre, et comment il se meut dedans peut faire toute la différence. J'en veux pour preuve l'épisode avec Scorpion Man et Ayase, cas typique de la bonne idée qui pêche à l'exécution, alors qu'elle est à ça de toucher juste. Donc gardez bien en tête que ce début de série ne brille jamais par sa capacité à raconter par son médium. Surtout qu'aujourd'hui, bon, les ficelles se voient beaucoup. C'est presque pas une métaphore, des fois on voit vraiment des ficelles. Oui, les effets spéciaux ont énormément vieilli. On identifie immédiatement les maquettes, les figurines, ainsi que les effets de montage pour les transformations ou les téléportations. Mais, ça participe au plaisir du visionnage. Et même pas par moquerie ou pour prendre la série de haut. Certes, j'ai beaucoup ri en regardant les épisodes avec des amis sur Discord. Toutefois, j'éprouve une tendresse réelle et sincère pour tout ce que tente ce premier arc. D'autant que beaucoup de fondations étaient encore à bâtir.
Et puis, 13 épisodes de 24 minutes, ça passe vite, et on pardonne facilement les fillers qui ne font pas avancer le fil rouge. C'est un pléonasme. Mais il y a un truc dans Kamen Rider qui me procure beaucoup de plaisir, et qui sait toujours venir me chercher là où je ne l'attends pas, c'est l'incapacité de Shocker. Je rappelle, Shocker c'est l'organisation secrète qui tente de conquérir le monde et qui se réclame d'un mouvement qui s'est vu naître un peu avant la Seconde Guerre mondiale du côté de l'Allemagne. Ce sont des néo... Oui. Mais qu'est-ce que... T'étais encore là, toi ? Bah non, mais Mais t'étais pas exclusif à la version longue ? Comme tu m'as dit que je pouvais pas partir... Eh bah tu peux partir, dégage ! Oui donc, Shocker. Ils sont nuls, mais si nuls ! Déjà, c'est une organisation qui n'a de secrète que le nom, parce que putain, niveau discrétion, vous vous feriez moins remarquer avec un panneau géant « Shocker est ici » au-dessus d'une flèche clignotante, mais en plus, j'ignore où ils vont chercher leurs sbires et autres sujets d'expérience à convertir en cyborg, mais par pitié, changer de fournisseur ! Le problème n'est pas que Kamen Rider les batte à chaque fois, ça c'est plutôt logique. Ce n'est pas non plus qu'ils les battent sans aucune difficulté 80% du temps. Le problème, c'est qu'ils se font même exploser par des civils, putain. Et même pas que les sbires. Les cyborgs surpuissants, blablabla mon cul, se font aussi bolos par des randoms. Alors, je vous spoil la suite, vous ne m'en voudrez pas. Mais on en est à un stade où, faute de parvenir à leur fin, en s'en prenant à des randoms dans la rue, ils s'en prennent par la suite à des enfants. Et même là, ils échouent. Faut dire que quand ton meilleur élément, c'est un lézard qui joue au foot mais qui sait pas tirer droit, tu pars difficilement gagnant, ça peut s'entendre. Est-ce que ça excuse leur incompétence perpétuelle ? Non. On en est à un point où c'est une organisation secrète qui est connue du FBI et qu'un seul agent envoyé au Japon leur résiste. On en est à un point où, quand un cyborg tente de tuer Kamen Rider, il l'aide. On en est à un point où le pire ennemi de Shocker, l'entité qui lui met le plus de bâtons dans les roues, c'est Shocker. Donc oui, c'est génial. Ils trouvent toujours un moyen de nous rappeler qu'ils ne connaissent pas la notion de décision pertinente. Et, ne nous en cachons pas, ils ne sont pas aidés par les facilités d'écriture. Facilité qui les empêche de se téléporter quand ils le devraient, alors qu'ils le pourraient. Facilité qui fait toujours tomber Hongo, Takeshi ou un de ses proches sur des agissements de Shocker. Genre le Japon, c'est juste un petit quartier de 50 arts. C'est sûr que quand même les scénaristes sont contre toi, genre littéralement tes créateurs omnipotents, bon bah c'est déjà pas mal de ne pas s'avouer vaincu. Un petit mot d'ailleurs sur ces facilités et autres incohérences scénaristiques. Une réflexion qui vaut autant pour cette série que pour globalement tout ce que je regarde. Selon moi, la quête de l'incohérence comme défaut narratif est une impasse. J'irai même plus loin, si cette incohérence produit une émotion esthétique qui n'aurait pu être possible autrement, comprenez en gardant une cohérence, j'estime qu'elle est bienvenue. Cette opinion n'a que quelques mois, elle est encore fraîche, alors je ne vais pas développer ici, voyez plutôt ça comme une invitation à me partager votre avis sur la question, ça m'intéresse beaucoup. En termes d'accessibilité pour visionner la série, sachez qu'elle n'est pas trouvable légalement à un prix abordable, et encore moins avec des sous-titres français. Mon visionnage s'est fait avec des sous-titres amateurs de très bonne qualité réalisés par Xig Fansub. Marrant de noter que les panneaux pour signaler les coupures pub ont été conservés aussi. Mais cela dit, ça donne du rythme, ça marque assez clairement où on en est de l'épisode, ça a un cachet. J'ai beaucoup d'affection pour ce premier arc de Kamen Rider. Takeshi est un chouette personnage, lui et Tachibana forment un super duo, et plus globalement, malgré une réalisation sans idée pour une série qui a vieilli, j'ai trouvé en Kamen Rider une réelle source d'épanouissement. C'est drôle, même si parfois malgré elle, et surtout c'est tellement généreux. Les cascadeurs se donnent, les costumes sont cool, il y a des trucs qui pètent, la mécanique du monstre de la semaine, bien que ne permettant pas de développer ce dernier, est un superbe moteur à regarder l'épisode suivant, et surtout, j'en sors à chaque fois avec des images plein la tête et à partager autour de moi. C'est pas juste un excellent générateur de mèmes, c'est un excellent générateur d'imaginaire. C'est grâce à Kamen Rider que je me suis rendu compte que le tokusatsu, ça me parlait grave. Et une fois que j'aurai rattrapé mon retard sur cette licence, à moi les Super Sentai, Garo, Metal Hero, Ultraman et toutes ces autres séries que je n'avais jamais osé approcher. Ça vise un certain public, c'est clair, et ma démarche n'était pas tant de vous convaincre que vous devriez regarder Kamen Rider, mais plutôt de vous montrer que c'est une proposition cinématographique qui existe, de vous exposer ce qu'elle propose, afin que vous puissiez vous-même faire la démarche intellectuelle de vous demander si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais je suis évidemment conscient que le public français pour ces productions est éminemment niche. Avec moi, vous commencez à avoir l'habitude. Donc ouais, en partant de ce que j'ai pu vous montrer ici, à vous de décider ce que vous allez en faire. Et si vous décidez d'entreprendre ce long voyage suite à ma vidéo, n'hésitez pas à me le communiquer, ça me ferait chaud au cœur. Salut. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui.